Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'introduction sur les chemins de la puissance chinoise. Abordons maintenant donc les personnages clés. Premier personnage clé, Mao Tse-tung, né en 1893, mort en 1976. Donc Mao Tse-tung est l'un des fondateurs du Parti communiste chinois, le PCC, et il s'illustre d'abord dans l'affrontement avec le parti nationaliste, le Kuomintang de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, donc, c'est le leader nationaliste qui, à la fin des années 20 et au début des années 30, s'oppose à Mao Tse-tung dans une guerre civile. Mais l'invasion japonaise, à partir de 1937, place au second plan le conflit entre les deux partis politiques. Et ils se s'allient temporairement tous les deux pour s'opposer aux Japonais. En 1945, la lutte reprend et tourne à l'avantage des communistes. Les nationalistes sont vaincus et se réfugient sur l'île de Formose et fondent alors Taïwan. Mao, lui, proclame le 1er octobre 1949 la République populaire de Chine, dont il prend la tête, tout en conservant la direction du Parti communiste chinois. On peut retenir dans sa vie et dans sa carrière politique 3 étapes. Première étape, il va lancer une collectivisation des moyens de production dans les campagnes, ce qui va fragiliser la production agricole. Mao entreprend une légère libéralisation, mais en 1956, la coexistence pacifique de Khrouchtchev et sa politique de déstalinisation, c'est-à-dire la condamnation des crimes de Staline, le détournent de cette dynamique, une reprise en main brutale du pouvoir qui causera un demi-million de morts. Deuxième période de sa vie politique, de 1958 à 1960, le grand bond en avant. Mao lance cette politique du grand bond en avant, une politique de modernisation agricole qui repose sur une nouvelle phase de collectivisation de l'agriculture, mais aussi un développement de l'industrie lourde et un programme de développement d'infrastructures, notamment de transport. Le caractère violent de la mobilisation de la population et des objectifs inatteignables cause la mort de près de 30 millions de Chinois. Enfin, troisième étape de sa vie, 1966, la révolution culturelle. La montée en puissance de dirigeants réformistes pousse Mao à lancer une nouvelle campagne politique, la révolution culturelle. En 1966, cette révolution vise les cadres du Parti communiste, surtout les réformistes, ceux qui veulent une instauration du communisme plus souple, mais aussi dans l'ensemble, elle condamne les valeurs et les structures traditionnelles. Cette révolution aboutit à un nouvel échec. Mao, affaibli par l'âge, sa femme tente de maintenir le couple au pouvoir, mais elle est renversée par le chef de file des réformistes, Deng Xiaoping. Voyons donc le dernier dirigeant et le deuxième personnage clé, c'est Deng Xiaoping, né en 1904, mort en 1997. Le voilà. Donc, Deng Xiaoping est un communiste qui participera à la guerre contre le Kuomintang. Après l'échec du grand bond en avant, il est en partie à l'initiative de la politique économique qui revient sur la collectivisation des terres, pour réintégrer une notion de propriété privée. Donc c'est une marche arrière sur la collectivisation des terres. Il est vu comme un réformiste, voire un contre-révolutionnaire. Il est l'une des principales cibles de la révolution culturelle. Deng Xiaoping entreprendra, à la mort de Mao, l'ouverture économique de la Chine au monde. Dernier personnage important de ce chapitre, Xi Jinping, le dirigeant actuel de la Chine. Lors de son accession au pouvoir, il résume son ambition par un slogan, le Pinyin, c'est-à-dire le rêve chinois, restaurer la puissance de la Chine et la prospérité des Chinois. Il mène une politique d'anticorruption et élimine la plupart de ses concurrents et opposants par là même. La réforme de la Constitution lui permet de se maintenir à vie. Et l'introduction de sa pensée à côté de celle de Mao et de Deng, et sa tendance à l'autoritarisme et à la promotion du nationalisme font de Xi Jinping le dirigeant le plus puissant de la Chine depuis Mao. Abordons maintenant la problématique et les axes du cours. Donc la problématique, elle est assez simple. Comment la Chine construit-elle sa puissance depuis 1949 ?
Dans la première partie, on verra de 1949 aux années 70 l'émergence de la puissance politique et diplomatique de la Chine, et dans un grand 2, de la fin des années 70 à nos jours, l'ambition de construire une puissance complète, ce que vous avez vu dans une vidéo précédente, une puissance à 360 degrés.